Donc, on va parler, je vais parler à peu près 20 minutes, et ensuite on va montrer le film, et j'ai appelé ça dans le programme « Le son du regard ». Ça semble un peu arrogant, mais ce n'est pas l'idée. Hein. Je veux parler avec... je parle non seulement moi, mais aussi la jeune artiste Lena Verhoef, avec qui j'ai réalisé ce film, un court-métrage de 24 minutes, intitulé en anglais, par un mot qui n'existe pas, « Refugee Dom ». Lonely but not alone. Refugee Dom, le Dom n'existe pas en anglais, mais on fait avec. Alors, j'ai cherché à articuler avec ce film un concept pour ce que nous allons voir. Le thème des réfugiés m'intéresse depuis très longtemps, mais aussi les possibilités de l'intermédium de l'audiovisuel d'être loyal au sujet, entre guillemets, et au public en même temps, avec la modestie requise. Permettez-moi donc d'introduire le film et la leçon du regard qu'il a pour objectif. Est-ce que vous m'entendez bien, au fond? Oui? Avec le mot inexistant, refugee dom, nous avons voulu faire allusion à l'état physique et émotif de la vie du réfugié en route. Tous les jours, à la télévision, nous voyons des images de gens qui marchent avec des bagages, des enfants en bas âge et des visages épuisés et des sacs à dos. Pour notre film, nous avions une thématique légèrement différente en vue. L'expression « lonely but not alone »,« eenzaam maar niet alleen », solitaire mais pas seul, vient de l'autobiographie de la reine Wilhelmina des Pays-Bas, publiée en 1959. Elle décrivait sa vie comme toujours entourée par une foule de gens de la cour, mais en même temps se sentant toujours solitaire, car le contact avec ses subordonnés n'était jamais personnel. Les deux adjectifs, solitaire et seul, semblent des synonymes, mais à cause de la conjonction but, mais, ils présentent plutôt une opposition. C'est en tant qu'opposition qui qualifie le substantif inexistant. Ce langage maladroit nous rend service car la contradiction est cruciale pour comprendre la vie des réfugiés. En outre, l'esthétique à cheval entre le figuratif et l'abstraction que nous avons choisie est elle aussi imprégnée de contradictions. D'un côté, le spectateur est contraint de regarder constamment pour trouver le réfugié dans le film. Vous allez chercher. De l'autre côté, l'homme en question semble constamment en voie de disparition, en flou, diffus, absorbé dans l'indirection. Cette tension entre la visibilité et l'invisibilité devint le mode central de ce que j'ai appelé imager, invoqué pour suggérer une pratique du regard où les personnes ou les choses maintiennent la tension tout en se rencontrant. La contradiction dans la vie quotidienne d'un réfugié nous a frappé dès qu'on a commencé à réfléchir quel type de film on pouvait faire. C'était une commande par une association internationale d'Amérique latine et d'Europe. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour satisfaire à cette commande? Ni fiction ni documentaire était le genre satisfaisant et juste. La fiction ferait comme si les guerres qui fuient ne sont pas réelles. Le documentaire pose le problème de la modestie, le risque d'indiscrétion et de la vérité. Est-ce qu'on dit la vérité? Ayant abandonné leur lien affectif, ils sont solitaires. Mais étant quasi enfermés dans une foule dense de gens qui ne connaissent pas, ils ne sont jamais seuls. Et nous désirions ouvrir le silence qui entoure cette situation, ce destin de réfugiés, afin d'activer la conscience sociale de ce que nous sommes en train de faire quand nous continuons à laisser cette situation continuer. Pour réveiller cette conscience sociale, nous avons décidé qu'il fallait
rendre cette situation visible, car la visibilité est liée au temps présent, au temps verbal du présent et à la sphère publique. Mais comment faire cela en évitant le regard voyeuriste qui préoccupait tellement le philosophe Theodor Adorno en rapport avec la souffrance dans les camps de concentration? Vous connaissez sa révolte contre le voyeurisme. Comment respecter le côté privé de l'état émotif dont Cécile a si bien parlé ce matin, de personnes que nous ne connaissons pas du tout? Et comment aussi éviter le moralisme? Réaliser un court-métrage, il est court dans le sens littéral, 24 minutes et demie, dans lequel une tentative à la visibilisation est explorée et expérimentée. Voilà notre façon de prendre cette responsabilité. Donc, c'est une expérience pour expérimenter cette possibilité. Alors, vers la fin du film, comme la transition au générique, une photographie historique de la collection du Musée d'art moderne de New York, faite en 1916 par l'artiste américain Clarence Sinclair Bull, intitulée « Réfugiés », que vous avez sur la couverture de votre programme, glisse lentement à travers l'écran, comme pour nous rappeler que l'état de réfugié a une longue histoire qui n'a pas la fin en vue. Cette photo donne une impression adéquate de la conception de notre film. L'ombre d'une vue, la tourmente émotive, le danger, l'allusion visuelle à la mer turbulente qui jette si souvent les réfugiés sur la côte, en vie ou mort, tout cela est visible comme un résumé et une conclusion dans cette photo d'il y a plus d'un siècle. Mais tout cela est plus visible après avoir vu l'intégration d'images figuratives et abstraites dans le film qui constituent le corps du film. La solitude est sentie émotionnellement et sensuellement par les réfugiés quand ils sont coincés à des endroits inconnus après qu'ils sont partis d'un chez-soi où ils ne pouvaient pas rester. Comme l'artiste indienne Nalini Malani l'a écrit dans une œuvre sur papier en 2020 et 2021, « You only leave home if home won't let you stay ». On ne quitte sa maison que lorsque la maison ne vous laisse pas rester. Cette solitude est ressentie profondément dans l'émotion et la sensation, parce que le contraste entre la personne solitaire, récemment arrivée, incapable de parler la langue locale, et la multitude animée et occupée autour d'elle est intense et imposante. Ce contraste domine notre esthétique de la visibilisation sous plusieurs formes. Des réflexions dans des fenêtres de magasins, de restaurants, vous allez voir, des prises floues ou troubles des gens marchant rapidement dans la rue, une réflexion minuscule de l'homme dans un globe reflétant dans une vitrine de magasin. Gardez ça en tête quand vous essayez de le trouver. Le contraste temporaire entre les mouvements de la foule et l'homme debout sans bouger, seul. Et à un certain moment, son hésitation de voler un fruit dans une exposition devant un magasin de légumes, puis il décide de ne pas tomber dans le stéréotype de l'étranger comme voleur. Et davantage. Donc, il veut le faire, il ne le fait pas. Les signes confus de l'image du début d'une gravure de Rembrandt, filmée dans des détails en mouvement lent et agrandi, de sorte que l'image devient abstraite, génèrent un sens de l'aliénation. Cette aliénation est la conséquence de la distanciation, l'hostilité, le soupçon et le pire de tout, l'indifférence. Des traits des attitudes sociales communes vis-à-vis des réfugiés. L'étranger est aliéné des habitants locaux qui refusent de s'engager avec lui. Ils ne lui parlent pas, ils ne le regardent pas. Et quand ils le font, c'est souvent dans le sens de l'hostilité, ce qu'on voit se passer dans le film quand deux jeunes le taquinent, juste après qu'il s'est échappé de la saisie de la femme qui le veut dans son lit. L'histoire, lue au début et que vous connaissez tous, en voix off,
est très connu dans sa version biblique comme le cas typique de la misogynie. J'y reviendrai. La conséquence du refus de regarder le nouveau venu en face ou de lui adresser la parole est qu'il sait et sent qu'il n'appartient pas là, dans cette foule où il se trouve quand même physiquement être enfermé. La solitude n'a pas un choix. Il s'y trouve sans aucune connexion. Mais il n'est pas seul, bien au contraire. Les foules qui l'environnent semblent d'autant plus oppressives à cause de ce manque d'engagement. La cause de cette solitude est son statut de réfugié, d'une personne sans nation, sans pays. Ceci n'est pas articulé en langage, mais figuré, imagé, avec de plus en plus d'insistance, par des prises indirectes à des rythmes variables, faites par l'opératrice Lena Verhoef, avec une créativité et habileté remarquables. Le film commence par une figuration multiforme. La gravure de Rembrandt de 1634, que Lena Verhoef a filmée en accord avec l'interprétation que j'en avais faite dans mon livre sur Rembrandt de 1991. Pardon. Après à peu près une demi-minute, l'image devient floue et fusionne, d'abord en ligne abstraite et ensuite dans une scène réelle. Ce début est le premier exercice du regard. Et pour nous, dans la réalisation de la visualisation, donc de lignes fines entre l'image arrêtée et celle en mouvement. Pardon, je ne suis pas tout à fait rétablie d'un rhume. Celle en mouvement, l'image dessinée et celle jouée, entre l'image abstraite et la narrative. Ensuite, la caméra entre la scène figurative de la droite en bas et nous met presque donc dans la position, c'est une position typique du voyeurisme. Lorsque la caméra se déplace lentement, rencontre le visage de la femme couchée dans son lit et en fantasmant, la caméra semble presque bégayer, en confusion, quand les lignes et les points se transforment en un visage, celui non pas dessiné, mais réel, c'est-à-dire un visage réel, joué. Pardon. Ensuite, la caméra se meut encore plus et l'image change radicalement lorsque l'homme apparaît, l'homme en question, apparaît apportant le petit déjeuner à la femme qui est toujours dans son lit. Le linge, les rideaux, les meubles, tout cela, dans leur réalité matérielle, préserve l'ambiguïté entre l'œuvre d'art et le jeu physique. L'homme se retire lentement de la saisie de la femme et après son statut de réfugié devient substantiel, disons visible. Il s'enfuit avec un peu d'effort en laissant sa veste derrière, en accord avec l'épisode de Joseph et la femme de Potiphar que vous connaissez de Genèse 39, lu en voix off au début. Une fois dehors, au moment où nous supposons qu'il peut enfin respirer en détente, deux jeunes hommes s'approchent de lui, l'assaillent presque, se moquent de son statut d'un étranger qui ne peut pas parler leur langue, et ils essaient de le faire parler, mais en vain. Et comme ils restent sans mouvement, les deux intimidateurs s'en vont, le marquant pour nous, spectateurs, comme un étranger solitaire à laisser derrière. C'est alors que commence pour de vrai le corps de ce film, sans narrativité, dans toute son abstraction. Il se concentre exclusivement sur cet homme qui n'est jamais seul. Après une coupe dure, il se trouve dans une rue passante animée, plus près d'un globe miroitant, le nouveau dépôt du musée Boijmans van Beuningen à Rotterdam. Et grâce aux interventions créatrices de l'opératrice Lena Verhoef et aussi comme dans son montage, les réflexions des passants marchant à travers le visage du réfugié, c'est une vue assez troublante.
Nous le voyons aussi, mais à peine devant le monument des noms, récemment réalisé par Daniel Libeskind en 2021. Savoir que les noms des 6 millions de personnes assassinées pendant l'Holocauste suggère la cruauté dont l'humanité est capable, ce qui transmet un savoir important spécialement aux écoliers qui visitent le monument au même moment que nous étions en train de tourner. Mais afin d'éviter l'exploitation abusive de cette horreur historique, les noms ne sont pas lisibles. Le miroitement fou de ces images sert plutôt à encourager, encourager les enfants de regarder à travers le temps. Comme l'histoire de Joseph, considéré comme le premier réfugié dans des traditions, lu et évoqué au début et à la fin par Thomas Germaine, l'acteur avec qui j'ai travaillé beaucoup dans les films, et la photographie vers la fin, tout ceci sont des modes de visualiser la longue durée, dont on va entendre parler cet après-midi. L'objectif de ce jeu avec la gravure, avec l'histoire de Joseph et la femme de Potiphar, comme nous la connaissons de la Bible et du Coran aussi, est d'accentuer le fait que le seul élément narratif du film, et dans ce sens également contradictoire, peut se voir. Les fragments lus au début et à la fin viennent de cultures différentes. Donc, au début, vous entendrez la Bible et à la fin, le Coran. L'intrigue est un cas classique de misogynie, accusant donc les femmes de ne pas être fiables, de mentir, trahir et sexuellement surchauffer. Dans un cadre féministe, cela pourrait bien être la peur des femmes qu'ont les hommes. Insécurité typique de leur genre. Mais il y a d'autres façons de la lire. Selon les 3 clés principales des histoires d'amour traditionnelles, on peut considérer les mots comme le médium de la mythologie, le fantasme comme sa substance, et le tabou du regard courant dans les cultures iconophobes. En d'autres mots, les mots des Écritures saintes qu'il faut prendre à la lettre dans un littéralisme qui tombe facilement dans le piège de l'essentialisme. Le fantasme nourrit les histoires, le visage comme l'objet du regard qui ne doit pas être vu, et donc les mots qui racontent ça. Le réfugié qui regarde la moitié de son visage dans un miroir, quelque part dans le corps du film, fait allusion à ce dernier aspect de ne pas voir le visage. Dans ce sens, l'enjeu moral de telles histoires consiste à poser le tabou et à solliciter la sympathie en même temps. Le thème de cette contradiction est la nature damnée de l'amour lorsqu'il vient à l'initiative de la femme. Dans l'histoire de Joseph, il y a plusieurs raisons pour ce tabou. Il est plus jeune qu'elle, il vient d'une culture différente puisque la Bible hébraïque met l'histoire en scène en Égypte, et il est subordonné à elle dans le ménage. La version coranique était le texte source pour Thomas Mann, qui écrivait son roman en 4 tomes énormes, Joseph et ses frères, pendant la décade sinistre entre 1933 et 1943. Dans cette version se passe un bain de sang parmi les amis de la femme avec beaucoup de douleur parce que c'est encadré comme une action de peler des oranges et puis d'être choqué et se couper. Lorsque les femmes se coupent les doigts quand Youssouf entre la salle où se tient le déjeuner pour lequel la femme de Potiphar, qui dans le Coran et chez Mann a un nom propre, Mout Amenet, les avait invités. Cette version de l'histoire met en scène littéralement la sympathie, littéralement souffrir avec sympathie. Le fragment lu à la fin le dit clairement. En vue des différentes théories de l'identification, cette mise en scène littérale dans le Coran gagne en actualité. La scène présente une version du récit antique sur la peur qu'ont les hommes dans leur confrontation avec les femmes,
sur le mode visuel, ici présentant la solidarité entre les femmes dans le récit coranique. C'est assez surprenant, étant donné les préjugés que nous avons dans l'Occident, souvent contre le Coran. Cet encadrement double et contradictoire du réfugié solitaire par l'histoire de Yosef ou Youssef est emphatiquement cela, justement, un encadrement dans le sens qui recommande un modèle de lecture pour le film dans son entier. L'appel à la solidarité doit avant tout être vu. En réalisant ce film, Lena Verhoef et moi, nous avons cherché des moyens, des modes, des médias capables d'encourager les spectateurs à voir l'étranger, le réfugié, l'immigrant, d'une perspective qui est positive, réceptive, empathique. Lui souhaitant la bienvenue, les spectateurs, nous espérons que les spectateurs vont aussi adopter cette attitude de bienvenue. Les spectateurs sont priés de chercher avec le regard la visibilité et de se réjouir du résultat d'une hospitalité visuelle plutôt que de déplorer le nombre de nouveaux arrivants. C'est à cela l'objectif de ce court-métrage. Et nous remercions tous ceux qui ont collaboré, mentionnés dans le générique, et spécialement l'acteur Sly Maceo Sampimon, qui a dû faire face au défi de transformer son apparence quotidienne joyeuse, un homme très naturellement joyeux, et le visage du solitaire triste, ce qu'il a fait avec grande expertise et créativité. Alors, je vous invite à exercer votre regard pour animer cette visibilisation de celui qui déplore qu'on ne le regarde pas. Alors, on va regarder le film. Nous pouvons aller... oui. Il advint que la femme de son maître leva ses yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Mais il refusa et dit à la femme de son maître « Voici que mon maître ne s'occupe avec moi de rien de ce qui est dans la maison, et il a confié à ma main tout ce qui est à lui. Il n'est pas plus grand que moi en cette maison, et il ne me refuse rien, sinon toi, parce que tu es sa femme. Comment donc pourrais-je faire ce grand mal et pécher contre Dieu ?» Et il advint un certain jour qu'il entra dans la maison pour faire son travail, et il n'y avait dans la maison personne des gens de la maison. Elle appela les gens de sa maison et leur parla en disant « Voyez, on nous a amené un homme hébreu pour se moquer de nous. Il est venu à moi pour coucher avec moi, et j'ai crié à haute voix. » Le maître de Joseph le prit et le mit dans la maison close,
lieu où étaient enfermés les prisonniers du roi. He's not hear us. You're not one time anyway. Yo! Wait, where are you from then? He's not even looking at me. You're on a little holiday. Hello. It's not a big deal. What do you know what? We're going to bed, lady. Some charms, right? Yo! What time is it?
Dear passengers, Intercity bus with departure time 1711 is overcrowded. Travelers for destinations in the Netherlands are requested to take domestic trains.
gaan, terwijl die baby nog in de buik zat. Hoeveel? Kijk. Nee. 11 maanden, hey boys. Boys. Nee.
Zuleika, qui l'avait reçu dans sa maison, essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit « Viens, je suis prête pour toi. » Il dit « Qu'Allah me protège, c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. » Et elle le désira. Et il l'aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Elle dit « Quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux ?» Joseph dit « C'est elle qui a voulu me séduire. » Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna « Si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. » Et dans la ville, des femmes dirent « La femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. » Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit « Sors devant elle, Joseph. » Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent « À Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. »